Bonjour, donc on va continuer notre cours d'hydrogéologie. Donc, je vous rappelle ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc, on a pris une introduction, l'eau dans son milieu souterrain. On a vu les propriétés de la molécule d'eau. On avait commencé à aborder la partie propriétés physiques et géométriques du réservoir d'eau souterraine. Donc, on va continuer dans cette partie. Donc toujours l'eau dans son milieu souterrain. Donc les propriétés physiques et géométriques du réservoir d'eau souterraine. Donc la dernière fois, on avait défini un petit peu une classification des terrains, des roches et des sols, comment on va les aborder d'un point de vue hydrogéologique. Donc aujourd'hui, on va voir un certain nombre de caractéristiques d'un réservoir, c'est-à-dire les paramètres qui nous permettent de caractériser un réservoir d'eau souterraine. Après quoi, on abordera la notion de volume élémentaire représentatif et on fera quelques rappels de paramètres physiques utiles qui vont nous servir par la suite. Donc, les caractéristiques du réservoir, il y en a beaucoup. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est ce que c'est que la porosité totale, la porosité effective, la notion de porosité primaire et secondaire, l'indice des vides, la teneur en eau, le degré de saturation, la porosité de drainage, la capacité de retention, la surface spécifique. C'est un ensemble de paramètres qui nous permettent de caractériser le réservoir vis-à-vis de sa contenance en eau. Donc, nous allons décrire ces termes qu'on utilise pour caractériser de façon la façon dont les eaux souterraines sont stockées et libérées des milieux poreux. Donc l'eau se trouve, comme illustré sur cette figure, dans les espaces entre les particules. Donc la couleur bleue, c'est le volume des vides qui contiennent de l'eau. Et ici, on a l'écran. Donc c'est vide qui offre un espace pour stocker l'eau. Et lorsque les espaces sont interconnectés, donc il y a des voies d'écoulement de l'eau à travers les zones vadoses. Donc ça, c'est une définition pour une roche granulaire, comme on l'a défini auparavant, comme un grès. Et ici, pour une roche compacte, fracturée, qui peut être un granit ou un calcaire. Donc il y a une fracturation. Et c'est au sein de cette fracturation qu'on peut trouver. Donc, on définit ce qu'on appelle un volume total, ce qui est en marron ici. Si on prend ce cube, donc c'est le volume total de tout l'échantillon. Et ce qui est en bleu, c'est ce qu'on appelle le volume des vides, c'est-à-dire l'espace intergranulaire. Donc, c'est ces termes qui vont nous permettre de définir les autres paramètres du réservoir. Donc, on va commencer par la définition de la porosité totale. Donc, on a déjà défini auparavant ce que c'est que la porosité. Donc, c'est le rapport du volume des vides sur le volume total. Donc, avec une notation N, volume des vides sur le volume total. Donc là, c'est la signification. Comment je l'ai défini. Bien sûr, il y a 100 dimensions, pas de dimension, c'est un rapport de volume. Et bien sûr, cette valeur N, cette porosité, peut être inférieure, enfin, est toujours inférieure à 1. Mais si on veut l'exprimer en pourcentage, il est toujours inférieur à 100%, puisque le volume total est toujours supérieur au volume des vides. Donc là, je donne quelques valeurs de porosité totale. Donc, on fait une distinction entre roches meubles et roches consolidées. Par exemple, pour les graviers, cette porosité varie entre 15 et 25. Pour les sables, c'est un peu plus important. Pour les monts, ça augmente jusqu'à 50%. Pour les argiles, c'est des matériaux très, très poreux, donc ils peuvent atteindre jusqu'à 60%. Les marnes, ça ressemble un peu. Les vases récentes,
c'est jusqu'à 90%, et les alluvions, 27%. Donc ça, c'est les roches meubles. Pour les roches compactes, on a défini que ça veut dire les roches compactes, ou consolidées, comme la craie, par exemple, de 20 à 40%, les grès, les calcaires, le marbre, vous connaissez, c'est le marbre, donc c'est calcaire métamorphisé, de 1 à 10%, les dolomies, les basaltes et les granites. Euh, notre paramètre, c'est la porosité effective. Donc la porosité effective, qui est notée NE, est définie comme le rapport du volume des espaces poreux, d'accord, interconnectés, ou volume de l'eau libre, si vous voulez, au volume total. D'accord? Donc ça, c'est la porosité effective, c'est-à-dire la porosité qui participe à l'écoulement de l'eau, qui est différente de la porosité totale, puisque la porosité totale, c'est l'ensemble des volumes des vides. Et l'ensemble des volumes des vides, c'est-à-dire les pores, ne sont pas nécessairement interconnectés, donc ils ne participent pas forcément à l'écoulement. Donc, cette porosité, il y a une notion de porosité primaire et porosité secondaire. La porosité des matériaux provient de deux phases que vous connaissez. Donc, la première phase, c'est lors du dépôt du sédiment, par exemple, d'un grès ou d'un sable, ou la mise en place d'un granit. Donc, ça, c'est le dépôt, donc sa formation initiale. Mais après le dépôt, lorsque le matériau est exposé à différentes conditions, telles que le compactage, les intempéries, la fracturation, le métamorphisme. Donc, donc l'histoire géologique qui va subir ce matériau. Donc, cette deuxième phase peut engendrer une deuxième porosité. Donc, les matériaux peuvent avoir des porosités dominées par des conditions primaires, donc pendant leur formation initiale, ou des événements secondaires, ou les deux. Donc, on peut avoir des matériaux avec une porosité primaire et une porosité secondaire acquise lors de leur formation. Donc, si on prend par exemple la porosité primaire, c'est-à-dire lors de la formation initiale, un certain nombre de facteurs, influencent cette porosité primaire. Par exemple, si on prend un exemple des matériaux granulaires, donc sont affectés, cette porosité affectée par la forme des grains, le tassement des grains, la distribution des tailles, ou ce qu'on appelle la granulométrie, euh, s'il y a la porosité des grains, des particules elles-mêmes, le degré de cimentation, hein, le degré de cimentation entre les grains lors de leur mise en place. Donc, cet exemple, si on prend une roche, par exemple, granulaire formée de sphères, donc il y a différentes dispositions qui font que cette porosité va varier. Comme j'ai dit, en fonction de la granularité, en fonction de la forme, etc. Donc, si on prend par exemple l'exemple ici A, donc là, on a des sphères. La disposition, c'est ce qu'on appelle un assemblage cubique. Vous avez fait les systèmes cristallins, c'est le même principe, c'est-à-dire une sphère au-dessus de l'autre. D'accord? Donc la porosité est définie par ce carré. Donc on a une certaine porosité. Par contre, si on fait une disposition qu'on appelle rhomboédrique, donc on donne une inclinaison, si vous voulez, aux sphères, donc c'est la figure B ici. Donc, bien sûr, les particules ont une taille uniforme. Donc, le volume des vides ici, ou l'espace poreux, va diminuer par rapport à la position initiale.
Si on regarde cette fois-ci, la figure C. Donc, on a un assemblage de particules sphériques de taille uniforme. Il y a des grandes et des petites. Bien sûr, les plus petites vont combler les espaces laissés entre les grands, de telle sorte que les particules vont combler le vide, donc on aura une porosité qui est encore inférieure au cas initial ici, parce que la porosité elle est comblée par les petits. Si on prend l'exemple de la figure ici D, donc toujours une disposition cubique comme ici, où l'espace poreux est partiellement rempli de particules solides. Donc, particules solides de plus petites, donc c'est ce qui est en rouge ici. Donc, ici, ça va contribuer à diminuer la porosité par rapport à cet état initial. Si, par exemple, pour l'exemple E, donc ici on a une porosité qui est formée entre les grains, mais c'est les grains eux-mêmes possèdent une porosité, puisqu'il y a des points blancs. Donc, on a deux types de porosité. Ici, pour la figure. Pour la figure F ici, s'il y a des précipitations autour du grain, c'est-à-dire il y a de la cimentation entre les grains, donc ça va diminuer et la porosité dépendra de ce degré de cimentation des grains. Bien sûr, ici, si on change de forme, donc forme aplatie, donc forme cubique ici, donc il y a une certaine porosité importante par rapport à celle-ci où la disposition, enfin les grains aplatis sont imbriqués. Et ici aussi une autre disposition, donc la porosité dépendra de du type d'assemblage. Donc on aura des porosités qui seront différentes. Donc la porosité est la plus élevée lorsque les matériaux sont peu tassés et que les grains sont de taille et de forme uniforme, c'est-à-dire la même forme, c'est-à-dire la disposition ou la distribution granulométrique est uniforme. OK? Donc on passe à la porosité secondaire. Donc j'ai dit la porosité secondaire, donc acquise lors d'une phase de l'évolution du matériau. De nombreux matériaux, comme on l'a vu, des roches compactes comme les granites, lors de leur formation primaire, ne disposent pas de porosité. Donc il y a peu d'espace vide dans les matériaux lors de leur formation. Donc les roches volcaniques, les roches magmatiques, les calcaires, et des choses comme ça. Donc, cependant, la porosité de ces roches peut augmenter en raison de l'altération, de la fracturation, de la dissolution ou des événements ou du métamorphisme, des choses comme ça. Donc, la porosité secondaire, elle est acquise après le processus initial de formation. D'accord? L'exemple ici, donc un certain nombre d'exemples pour illustrer ça sur cette figure. De porosité secondaire, exemple de la fracturation. Si les roches sont fracturées, donc la fracturation va créer cette porosité secondaire. Si on a une dissolution, c'est-à-dire des minéraux qui ont, avec l'eau, ils ont
disparu dans des calcaires, par exemple de formation dans des calcaires, ou des joints, par exemple ici, des joints d'un schiste, par exemple, ou ici un granit qui est fracturé, ou un calcaire qui est fracturé. Donc, c'est un processus secondaire qui est venu après la formation initiale, qui a donné naissance à une porosité secondaire. Donc, un matériau peut avoir une double porosité. Une porosité primaire, qui est due à sa formation, une porosité secondaire qui viendra après, comme la fracturation. Notre indice qui est important, c'est l'indice qu'on appelle l'indice des vides. Donc, il correspond au rapport des volumes des vides par rapport au volume de la matière solide. Donc, c'est ce que j'ai marqué ici, VV sur VS, qui est toujours plus grand que la porosité totale, puisque le VV sur V, c'est-à-dire VV sur VT, car le volume des solides, c'est-à-dire ici le dénominateur, est toujours inférieur au volume de l'échantillon, toujours inférieur au volume total qu'on a défini pour la porosité totale. Donc là, cet indice, par contre, peut être supérieur à 1. J'ai oublié le 1 ici, surtout pour les roches très riches, meubles très riches en vide, comme la vase. La teneur en eau, un autre paramètre important, teneur en eau volumique, parce qu'il y a une teneur en eau pondérale, c'est-à-dire le rapport de poids. Ici, c'est la teneur en eau volumique, θ, c'est le volume de l'eau sur le volume total. C'est un paramètre aussi qui est important. Le degré de saturation. Degré de saturation, c'est le volume de l'eau sur le volume des vides. D'accord? Donc, cette teneur en eau la teneur en eau, par exemple, volumique, est utilisée lorsqu'on discute des conditions de l'eau dans la zone vadose, car par définition, la zone vadose n'est pas complètement saturée. Et la facilité avec laquelle l'eau se déplace à travers un matériau varie avec ce degré de saturation. Quelle est la quantité d'eau qui remplit ce volume de vide? Quel est le pourcentage de l'eau qui est contenu de son volume de vide? Donc, lorsqu'on est dans une zone non saturée, lorsqu'on est dans une zone saturée, ben, le volume de l'eau est égal au volume des vides. D'accord? Donc, c'est un. Lorsqu'on est dans une zone non saturée, donc, on parle de degré de saturation. Quelle est la part du volume de l'eau qu'occupe ce volume de vide? Une autre notion, c'est ce qu'on appelle la porosité de drainage. C'est-à-dire l'eau qui est contenue dans les vides ne va pas participer à l'écoulement. C'est-à-dire toute l'eau ne participe pas à l'écoulement. Ça dépend si les pores sont connectés. Donc, on définit un autre terme, c'est-à-dire ici, on a bien sûr le volume total, ici, c'est le volume de l'échantillon, et le volume D, c'est le volume de l'eau qui s'écoule par gravité, c'est-à-dire qui participe à l'écoulement. Donc, il y a une partie de l'eau qui ne va pas circuler, qui est retenue. Donc là, on parle de porosité, de drainage. C'est un paramètre aussi qui est très important. Donc, par opposition à cette eau qui s'écoule, il y a une eau qui va rester retenue contre cette gravité.
c'est-à-dire après drainage. Donc, c'est ce qu'on appelle ici ce volume retenu, toujours par rapport au volume total. Donc, on va définir une capacité de rétention du matériau. D'accord? Lorsqu'on parle de porosité effective, de porosité de drainage et de capacité de rétention, donc ils représentent chacun un rapport entre les volumes. Donc, c'est toujours un rapport de volume d'eau et le volume total. Donc, la porosité effective est égale à la porosité de rétention plus la porosité de drainage. Un autre paramètre qui est très important, c'est ce qu'on appelle la surface spécifique. Il intervient surtout dans les interactions entre le solide et le fluide ou le matériau qui circule dans cette porosité. Cette surface spécifique qu'on note A indique l'importance relative de la surface totale de l'interface solide-fluide, hein, interface, dans une roche par rapport à la masse. Si on prend 1 kilo, par exemple, de sable, quelle est la somme, c'est-à-dire la surface totale de cette interface solide-fluide par rapport à la surface totale des particules. D'accord? C'est une des caractéristiques qui est très importante. Donc, plus le milieu est divisé, c'est-à-dire plus les grains d'une roche sont petits, il peut cimenter ou avec des fissures abondantes dans une roche compacte, et plus la somme des surfaces est grande dans un milieu, dans un même volume ou une même masse de terrain. Donc, par exemple, un exemple ici pour différencier des argiles. Vous connaissez chlorite, calcalinite, lignite, marmorinite, ils ont des caractéristiques, mais leur surface spécifique varie, est très importante. Par exemple, on remarque ici que la marmorinite a une surface spécifique de 700 à 900 mètres carrés par gramme. Et la caractéristique principale de cette marmorinite, c'est donc un comportement dynamique différent. Marmorine, c'est l'argile qui gonfle, c'est-à-dire qui gonfle, qui augmente de volume lorsque elle est imbibée d'eau. Donc, c'est un paramètre important, surface spécifique, et il intervient aussi lorsqu'on parlera d'interaction entre soluté et le solide et tout ça. Donc, cette surface spécifique est importante. OK, donc on a défini un certain nombre de paramètres. Mais n'importe lequel des paramètres qui permettent de quantifier la composition ou la structure d'une roche utilise comme référence une certaine quantité totale. Donc on va raisonner par rapport à une masse, ou un poids ou un volume de roche. Masse ou poids volumique apparent ou global de la roche, vide compris, porosité, teneur en eau, répartition granulométrique, composition chimique, minéralogique, etc. Donc, il est commode d'utiliser un volume de référence représentatif de la roche. Donc, un volume, c'est-à-dire une dimension suffisante pour que cette roche perde son hétérogénéité. C'est-à-dire, si on mesure un paramètre à un certain volume, si on augmente le volume, normalement, il y a augmentation parce qu'il y a l'hétérogénéité. Donc, il faut qu'on choisisse un certain volume qui soit représentatif où la roche va perdre son hétérogénéité. C'est-à-dire qu'on trouvera la même valeur de ce paramètre. Donc, ce qu'on appelle le volume élémentaire représentatif, qui correspond à un volume minimum que doit présenter un échantillon pour être effectivement représentatif pour une roche granulaire consolidée ou non. On admet généralement que ce volume, par exemple pour une roche granulaire, doit correspondre à un minimum de 1000 grammes. 1000 grammes. Bon, ça c'est la théorie. Cela revient à rechercher un caractère macroscopique représentant statistiquement les caractéristiques macroscopiques de chaque individu.
Donc ainsi, plus le volume de l'échantillon étudié croît, moins les valeurs des paramètres concernés oscillent, et plus on tend vers une valeur constante. Donc, pour illustrer ça, par exemple, sur cette figure, donc là, on a une roche granulaire ici, donc on a le volume. Donc, avant un certain volume, donc ce paramètre, il va varier. Enfin, on va voir des valeurs qui vont varier. Mais à partir d'un certain volume, on va, donc on appelle volume minimum représentatif ou volume élémentaire représentatif, où ce paramètre ne varie pas. Donc il est constant. Mais bien sûr, au-delà d'une certaine valeur, bon, kilométrique, très important, surtout pour des roches fissurées, karstiques ou des choses comme ça, on va tendre vers une valeur importante. Donc, on a cette notion de volume élémentaire représentatif au sein duquel on va avoir une idée sur le paramètre qu'on mesure qui serait représentatif de notre échantillon. Par exemple, la porosité ou teneur en eau ou différents paramètres. OK. Dans la suite du cours, on va avoir besoin d'un certain nombre de notions que vous connaissez, que je vais rappeler ici. Euh, le poids volumique, par exemple. Qu'est-ce que c'est qu'un poids volumique qu'on note par gamma ici? D'accord? Un poids, c'est quoi? Un poids, c'est une force. C'est la force due à la pesanteur d'un corps de voluminité. Ça, vous connaissez. Donc, le poids volumique, qu'on note ici gamma, est égal au poids sur le volume. Le poids sur le volume, bien sûr, équation, donc le dimension, c'est ml moins 2 t moins 2. D'accord? Donc, ça, c'est le système international. Bien sûr, lorsqu'on parle de dimension, il y a trois notions, il y a trois paramètres qu'on utilise pour définir la dimension. La dimension du poids, qui est le M de la masse, la dimension de la longueur, donc c'est L, que ce soit une longueur ou une surface, on va mettre L2, ou un volume, on va mettre L3. Et bien sûr, le troisième, c'est le temps. C'est le temps. Donc, c'est les trois unités, trois paramètres qu'on utilise pour exprimer la dimension d'un paramètre. Donc, deuxième paramètre, que vous connaissez bien sûr, c'est la masse volumique, zéro. Masse d'un corps de volume unité. Donc, c'est la masse sur le volume, masse sur le volume. La masse, la dimension, c'est L. Le volume, la dimension, c'est L3. Puisqu'on remonte en haut, c'est L3 moins 2, moins 3. C'est L moins 3, c'est-à-dire à la puissance 3. Et bien sûr, la densité, c'est le rapport d'un poids ou d'une masse d'un corps au poids ou à la masse du même volume. Donc le poids, au rapport de poids ou le rapport de masse, bien sûr, ça n'a pas de dimension, aucune dimension. Donc ça, c'est des paramètres que vous connaissez, qu'on va pouvoir utiliser par la suite. Pourquoi on va les utiliser? Parce que dans ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, les paramètres, la porosité, la teneur en eau, vous avez bien vu que c'est des rapports de volume. Mais comment on peut les mesurer? Donc, il y a des façons indirectes. Donc, il faut qu'on trouve des relations avec d'autres entre paramètres pour déterminer ces paramètres. Relations, notamment avec le poids, avec voilà. Donc, c'est pour ça qu'on définit ces paramètres ici qu'on va utiliser par la suite. Qu'est-ce que c'est que le poids volumique des grains ou de la matière solide? Donc, il s'agit de la matière solide formant les grains. Donc, matière solide, ça peut être un quartz, par exemple. Donc, le poids de l'unité de volume de cette matière, en l'absence, bien sûr, du tout vide, parle de la matière solide. Donc, ce qu'on a gamma avec indice S pour dire solide.
Donc, c'est le poids du solide sur le volume du solide. Pas de vide ici. Par exemple, ça c'est exemple pour les graines de quartz. Voilà sa valeur de 65. 100 rho S, 100 gamma S. Le grain de calcite, par exemple, voilà des valeurs pour les distinguer. Donc, de la matière solide. Poids volumique apparent, mais nous, on a un échantillon, comme je l'ai montré tout à l'heure, qui contient des particules solides. Ici, entre les particules solides, il y a des vides. Et dans ces vides, il se peut qu'il y ait de l'air ou de l'eau ou des grains. Donc, on a trois phases ici. Donc, le volume total ici, c'est le volume du cube ici, c'est égal à la somme du volume de l'air, plus le volume des vides, plus le volume des solides. Donc, ça donne le volume total. Le poids total, bien sûr, c'est égal à la somme du poids de l'eau plus le poids du solide, puisque le poids de l'air est zéro. Donc, on répartit ces trois phases en solide, liquide et eau, et air, pardon. Donc, dans l'air, volume des vides ici, il peut contenir soit de l'air, soit de l'eau. C'est pour ça que c'est écrit V indice W. Et ici, bien sûr, c'est que le solide. Si on a le volume total et le poids, le volume total ici, c'est le volume de l'air plus le volume du vide plus le volume du solide. Et ici, le poids total, c'est le poids de l'eau plus le poids du solide, puisque le poids de l'air est égal à zéro. D'accord? Donc ça, c'est les différentes phases à partir desquelles on va définir des poids volumiques spécifiques aux conditions de chaque matériau, suivant qu'il est sec ou qu'il contient peu d'eau ou qu'il contient beaucoup d'eau. C'est-à-dire si tous les vides sont saturés. D'accord? Donc prenons le poids volumique sec. C'est-à-dire c'est une roche sèche. Une roche sèche, donc on a le volume du ici et le volume de l'air, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Donc elle est sec. Donc ici, il s'agit de l'ensemble de matières solides plus les vides, qui sont remplis que par de l'air. Et on établit le rapport. Donc le rapport, le poids volumique, c'est le poids sur le volume. Donc quel est le poids? C'est le poids du solide plus le poids de l'air, puisque ça c'est zéro, donc c'est le poids du solide. Et le volume total, c'est le volume du solide plus le volume de l'air plus le volume qui est égal au volume du solide plus le volume du vide. D'accord? Puisque le volume de l'air est égal au volume du vide, donc qui est vide. Donc, on parle ici de gamma D. D pour dire dry. Dry, c'est sec, en anglais sec. Donc, c'est le poids du solide sur le poids total. Donc, lorsqu'on est en présence d'une roche sèche, pardon, on va déterminer le poids volumique sec, gamma D. D'accord? Vous saurez par la suite l'utilité de ces définitions parce qu'ils vont nous servir par la suite. Prenons le cas où la roche contient un peu d'eau. Donc, schématiquement, donc, il y a le solide, volume du solide, et dans le volume des vides, il y a un peu d'eau, il y a le volume de l'eau, il y a le volume de l'air. Mais tout le vide n'est pas rempli d'eau. C'est pour ça qu'on parle de roche humide. On verra le cas de la roche saturée, c'est-à-dire lorsque tous les vides sont remplis d'eau. Donc, c'est le poids volumique d'une roche ni sèche ni saturée, entre les deux. Donc, gamma H, c'est le poids total, c'est-à-dire solide plus eau plus air, sur le volume total, c'est-à-dire solide plus air. Donc là, le poids total, c'est le poids du solide plus poids de l'eau. Poids de l'air est égal à zéro. Et ici, le volume total. D'accord? Et bien sûr,
on peut exprimer le poids de l'eau en fonction des gamma de l'eau, puisque gamma de l'eau, c'est le poids de l'eau, c'est le